mais pour ceux qui aiment avoir les choses de manière globale et complète, bien entendu. Yo, salut les afficheurs de multiplication, bienvenue sur la clinique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se plonger dans une collection de livres, ma collection de livres, car vous avez été nombreux à ce que je vous fasse plus de vidéos sur ce que j'ai chez moi en termes de collection. Donc là, on va partir sur les livres et les magazines. Et dans cette vidéo, ce sera uniquement les livres. Donc il y en a à peu près une vingtaine et on va commencer sans plus attendre avec le premier. C'est le livre de Chris Jericho. Qu'est-ce qu'il faut en penser de celui-ci? Franchement, je ne peux que vous le conseiller. C'est un très très bon livre. C'est le premier livre de Jericho, celui-ci. Je n'ai pas lu les autres, donc je ne saurais pas vous dire si c'est le meilleur, mais en tout cas, celui-ci, il est vraiment top. Il retrace sa carrière de ses débuts, si je vous dis pas de bêtises, jusqu'à je vais peut-être vous dire une connerie, jusqu'à ses débuts en août 99 lorsqu'il interrompt le rock. Donc pour ceux qui n'ont pas connu Jericho avant la WWE, à l'époque WWF, c'est doublement conseillé parce que ça vous donnera un petit peu l'étendue de son talent avant même qu'il arrive au sommet du catch. Ensuite, deux énormes bouquins que j'adore. Il n'y a rien d'écrit, en tout cas de rédigé à l'intérieur, c'est l'histoire du catch, les résultats de l'histoire du catch à la WWE. Alors regardez-moi ça. Ça c'est le premier, donc ça c'est tous les résultats de la WWE de 1963, attendez pas que je vous dise de conneries, ouais, de 1963 jusqu'à 1989. Et je vous mens pas, hein, regardez. Hop, donc il y a combien de pages? On a 800 pages de résultats. Hop, on s'arrête ici, boum, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 novembre 1983, WWE avec les Wild Samoans, le père du rock, Rocky Johnson. Bref, voilà, c'est comme ça pendant 800 pages jusqu'en 1989. Et le deuxième opus de cette collection, eh bien, c'est la suite de 1989 à 1999, enfin 1990-99. Pareil. Tous les résultats, donc au niveau des reviews, quand il y a des comparatifs à faire, des liens avec l'histoire, qu'est-ce qu'on a d'autre, le nombre de spectateurs, etc. On a tout là-dedans et c'est ma bible. Par exemple là je prends au pif, 7 octobre 1997 devant 4199 personnes. Dans le Kansas, on a du Billy Gunn, les enregistrements de Raw, enfin bref. C'est le kiff absolu et pour moi c'est deux ouvrages qui sont absolument essentiels. Ensuite on a une biographie, celle de Ric Flair, elle aussi je ne peux que vous la conseiller. Je l'ai acheté, si je ne dis pas de bêtises, en 2004. D'ailleurs toute la collection là un petit peu, c'est comme les DVD, j'ai arrêté plus ou moins d'acheter des objets de catch à partir du moment où j'ai commencé à beaucoup déménager, donc ça va faire presque 15 ans. La biographie de Ric Flair, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'elle est, on va dire, assez complémentaire avec le DVD de Ric Flair que je vous avais présenté dans la vidéo DVD collection, dont vous retrouverez le lien dans la description. Voilà, et puis non, c'est super. Et puis la couverture se retire, donc si jamais vous avez envie de l'emmener quand vous pourrez reprendre le train ou même dans les transports en commun ou autre, vous pouvez enlever la couverture et garder uniquement le petit livre en dur comme ça, la biographie de Ric Flair, évidemment, fortement conseillé. Ensuite, un autre ouvrage plutôt spécifique, on va dire spécifique et historique, c'est La mort de la WCW. C'est grosso modo tous les éléments qui interviennent à partir de mi-98, début 99 et qui vont mener finalement à la mort de la WCW. C'est coécrit par R.D. Reynolds et Brian Alvarez. Brian Alvarez, c'est un des bonhommes de Wrestling Observer. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir un petit peu comment ce livre s'inscrit dans l'histoire de la Monday Night War, donc les Raw et les Nitro historiques de l'époque, pour voir un petit peu si finalement, j'ai envie de dire, tiens, il y a un relevé de notes semestriel de l'IUT. La vache! Mon bulletin IUT. Alors là, putain, moyenne générale 9,94. Yes.
Alors, vous trouverez 6 juin le relevé provisoire de vos notes du premier semestre de l'année 2004-2005. Comme vous le constatez, le jury ne serait pas en mesure de vous admettre au DUT sur la base des seuls résultats s'il devait prendre cette décision dès à présent. Le conseil des enseignants vous rend très attentif à ce risque. Il vous faut réagir vite et efficacement pour progresser au deuxième semestre et permettre au conseil de tenir compte des efforts réalisés. Je vous rappelle également de continuer à respecter le règlement, page 13 du guide de l'étudiant, concernant les conditions d'obtention du DUT et l'obligation d'assister au cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Signé Madame Hatzenhofer. Putain. Alors, qu'est-ce que j'ai comme note? Ah, c'est pas brillant, hein, c'est pas brillant. Bon, allez. Au moins, attends. Au moins la note d'anglais. Il y avait de l'anglais quelque part là-dedans? Ou est-ce que c'est... Anglais... Ah oui, 18. Bon, ça va, ça va. Mais donc, attendez, je pète les plombs là. On va en revenir sur la mort de la WCW. Donc je disais que ce qui sera très intéressant, c'est de voir en votre compagnie, ceux qui sont abonnés à la partie des vidéos exclusives sur la clinique, de voir comment est-ce que ça va se caractériser, se traduire dans les faits. Est-ce que ce livre est complet? Est-ce que peut-être il y avait d'autres éléments dont il ne parle pas et qui ont contribué à tout ce bordel? Bref, ça va être très, très intéressant de voir tout ça. Ensuite, Jerry Lawler. J'avais bien aimé Jerry Lawler. Pareil, c'est un petit peu comme Flair, c'est une biographie tout à fait sympa. Peut-être pas le meilleur, mais moi j'ai quand même beaucoup aimé, et moi qui aime beaucoup l'histoire du catch, ça apporte énormément d'informations sur une période ou des périodes qu'on n'a pas nécessairement connues. Double biographie en 2 parties, celle de Mick Foley. Le premier, il a une place tout à fait particulière dans mon cœur, c'est parce que je l'avais acheté en Angleterre à l'été 2000, je l'avais dévoré en 2 jours, je n'avais fait que le lire, c'est peut-être mon livre préféré, moi personnellement, tout simplement parce que aussi Foley, comme vous le savez, peut-être mon catcheur préféré. Voilà, donc des très belles images, c'est peut-être mon livre préféré. Niveau biographie, je dirais que je le mettrais en numéro 1 face à Chris Jericho. Voilà. Et la deuxième partie de Foley, c'est son deuxième livre que je vous cherche maintenant. Hop là, c'est Foley is Good. Deuxième livre, celui-ci un petit peu moins funky. On va aborder des périodes comme sa prise de retraite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, c'est la période un petit peu plus récente. Là, on voit les dessins et les graphiques de la gimmick de Mankind telle qu'elle était initialement envisagée par Vince McMahon et la WWE. Donc voilà, là on est sur du plus récent. Forcément, si celui-ci, je l'ai acheté à l'été 2000, eh bien c'est que c'était fini de rédiger, je dirais fin 99. Donc à partir de l'année 2000, c'est là-dedans. Moi, ça m'a un tout petit peu moins plu parce que c'est moins historique, mais pour ceux qui aiment avoir les choses de manière globale et complète, bien entendu. Pour ceux qui aiment avoir les choses complètes, eh bien évidemment, j'ai envie de dire que l'un ne va pas sans l'autre. Autre biographie, celle de Terry Funk. Comme vous pouvez le voir, celle-ci, elle est quand même beaucoup plus fine, j'ai envie de dire. Tiens, il y a un billet de train là-dedans. Donc je l'avais dans le train, c'était quand ça? 21 juillet, Rennes, Paris, Strasbourg, et 18 juillet. Je suis rentré à Strasbourg pour 3 jours en juillet. Juillet de quelle année ça? Bonne question, je ne sais pas. C'est marrant, on se replonge un petit peu dans l'histoire. Voilà, Terry Funk aussi, un très bon livre, mais je dirais qu'il y a un petit peu de mal à concurrencer ce que je vous ai mentionné maintenant. Un petit peu pareil pour Harley Race, mais il y a le côté historique. Harley Race qui compense quand même pas mal les choses. On se rend bien compte, donc là, photo du mec, il marque 230 livres, donc ça fait à peu près 105 kilos. Le mec avait 16 ans, hein, rien que ça. Donc les gars à l'ancienne école, c'était des durs, c'était des gaillards. Voilà. Après, pour ceux qui aiment l'histoire, une fois de plus, et comprendre un petit peu, parce que Harley Race, c'est un catcheur qui a eu une grande histoire jusqu'au début des années 90, lorsqu'il était manager à la WCW. Donc on va voir presque 4 décennies qui sont couvertes par l'histoire de ce catcheur qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Wrestle Crap. Vous qui aimez les piscines de chiasse, vous qui aimez la vidéo sur les pires gimmicks du catch, eh bien celui-ci c'est une magnifique référence. D'ailleurs je pense que je vais reprendre un petit peu le script de la vidéo des gimmicks les plus pourris. Donc on a de tout, hein. On va avoir quoi? On va avoir Kamala,
on va avoir le Honky Tonk Man, on a Yoshi Kwan, un mec qui voyageait dans le temps, on a IRS, Johnny B. Bad. Toujours, il faut bien rappeler la distinction entre une gimmick pourrie et le talent du mec qui va l'incarner. Parce que voilà, Max Moon, Oz, Doug Drowsy, l'Underfaker, donc le faux Undertaker qui a affronté Undertaker lors de SummerSlam 94, le Ripoman, Giant Gonzalez. Donc WrestleCrap, c'est vraiment bien, c'est une référence pour ce qui est des grands ratés de l'histoire du catch. Et peut-être qu'une fois, je ferai une vidéo sur un sujet qui me tient peut-être à cœur, c'est l'Undertaker. Parce que l'Undertaker, c'est peut-être le plus bel exemple du talent d'un mec. Parce que la réussite pour moi de l'Undertaker dans sa carrière est proportionnelle à la nullité de sa gimmick. Parce que lorsque l'on réfléchit objectivement, c'est-à-dire en mettant de côté le talent du catcheur qui a incarné la gimmick, objectivement, sur le concept, lorsque l'on réfléchit à la gimmick de l'Undertaker, pour moi, et j'ai envie de dire c'est presque difficilement discutable, parce qu'on peut pas faire pire, on peut pas faire pire que la gimmick de l'Undertaker. Un personnage de mort-vivant, c'est peut-être la pire idée quand même de tous les temps. Et le fait que l'Undertaker ait réussi à avoir peut-être la plus grande carrière, la plus belle carrière en termes de longévité et de production de grands classiques dans le ring, montre que son talent est peut-être au-delà de toutes les limites, parce qu'il a pris l'idée la plus pourrie de tous les temps pour en faire un des catcheurs les plus, les plus durables, quoi. Ensuite, on a un livre français, Christophe Lamoureux, La Grande Parade du Catch. C'est très intéressant, c'est très très intéressant. Ça date, il me semble, de la fin des années 80, début des années 90. Dans ce livre, vous avez les concepts du catch. Vraiment, c'est une explication, on va dire, intellectualisée, pas forcément philosophique, mais voilà, sur qu'est-ce que c'est le catch, l'essence du catch. Donc on a la rhétorique du chiquet, les rites, les grands tabous, les secrets, les avatars, le travail du business, les coulisses, les facéties des gestes, très important, la séduction, les intrigantes cabales du petit théâtre. Enfin, voilà, c'est un très bel ouvrage qui fait combien ? Qui fait presque 340 pages. Donc voilà, Christophe Lamoureux, La Grande Parade du Catch, je pense qu'il est disponible sur Amazon. La biographie du Dynamite Kid, très bon livre aussi, franchement, très 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 bon livre. Le Dynamite Kid, c'est le catcheur qui est à l'origine du style de catch de Chris Benoit, aussi un petit peu, qui a beaucoup influencé Owen Hart. Et qui a, quand on voit des matchs Tiger Mask contre Dynamite Kid au début des années 80, 81, 2, 3 et jusqu'à 84, c'est des gars qui nous sortent des matchs il y a 35 ans, qui rivalisent avec ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le ring. Ouais, Tiger Mask et Dynamite Kid, c'était peut-être les plus grands avant-gardistes, les plus grands révolutionneurs du catch de l'histoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, un petit bouquin, alors ça c'est très... Je sais plus du tout où est-ce que je l'ai trouvé, un bouquin de quiz. Donc on a des questions, comme ça, sur combien ? Sur 100... Allez, sur 92 pages. On a que des petits quiz, très étonnant. Alors je vous prends une question au pif, on va voir. Alors, qui a battu Hulk Hogan en 1990 à WrestleMania 6 pour remporter... Ah non, oui, qui a battu Hogan en 90 à WrestleMania 6 pour remporter le titre de la WWF. Si vous regardez la série La WWE dans la nuit des temps, vous savez que c'est l'Ultimate Warrior. Allez, on va prendre une autre question. Tac. Alors, vrai ou faux ? Mitsuharu Misawa était le deuxième Tiger Mask. Ah, vrai. Mais voilà, ça c'est très intéressant. Peut-être qu'on pourra se faire des soirées quiz sur la chaîne en utilisant ce livre. Ensuite, la biographie de Ted DiBiase, celui-ci je ne vous le conseille pas du tout, c'est écrit dans un anglais très très pauvre. Franchement, je pense qu'au lycée, j'écrivais des syntaxes de ce niveau-là, donc très grande déception, franchement, je passe. L'histoire de la ECW, la biographie, on va dire, non officielle, bah voilà, c'est marqué, non censurée et non officielle, l'histoire de la ECW. Celui-ci, je vous le conseille, on a pas mal de chiffres, c'est très intéressant. Ça parle aussi des liens entre la WWF et la ECW à l'époque. Bref, voilà, c'est l'histoire de la ECW, comment est-ce qu'elle a révolutionné le business du catch. Et le tout dernier, Wrestling at the Chase. Voilà, donc The Chase, c'était une salle très connue
à Saint-Louis dans le Missouri, la ville d'origine de Randy Orton. Avec en couverture, vous avez Bruiser Brody. Voilà, que vous dire d'autre? Celui-ci aussi, pour ceux qui aiment l'histoire, il est fortement conseillé, car c'est une petite perle en termes d'informations et d'éléments qui, sans ces livres, tomberaient complètement en désuétude, j'ai envie de dire. Ah non, j'ai complètement oublié celui-là, merde. Hop là. Hop. Livre sur l'histoire de WrestleMania. Alors, je vais essayer de pas le casser quand même. Mais un magnifique grand livre sur jusqu'à WrestleMania 14, c'est quoi, 15, 16, ouais, jusqu'à WrestleMania 16. Donc un très très beau bouquin sur l'histoire de WrestleMania. Celui-ci aussi, si vous le trouvez sur Amazon, je vous le conseille fortement. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je me remets au boulot pour refaire la dernière sur la collection dans les jours et dans les semaines à venir sur les magazines. Alors comme d'hab, j'ai pas tout. Il y a beaucoup de choses qui sont restées chez mes parents dans le grenier, une grande majorité, mais je pense quand même que j'ai une cinquantaine de magazines WWF vieux, quelques récents, notamment Catch Mag, lorsque avec Dimitri on écrivait pour Catch Mag, et aussi des petites pièces de collection sur des très très vieux magazines que j'ai achetés au Japon et sur internet il y a une quinzaine d'années. Donc voilà, n'hésitez pas à balancer vos commentaires si vous avez des questions sur ces livres, etc. Et comme d'hab, vous savez que d'ici là, il ne vous reste pas grand chose à faire, si ce n'est regarder du catch 24 heures sur 24 et de garder la passion. Allez, bye bye!